Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Il y a quelques semaines, nous étions déjà à la cave de l'Aisne. On vous expliquait un petit peu quels étaient les services qui étaient proposés pour l'accueil des usagers en situation de handicap. Et bien aujourd'hui, on va voir que la CAF est également un employeur engagé. Ils ont une vingtaine de personnes en situation de handicap parmi leurs salariés. Et Corinne a bien accepté de témoigner. Alors Corinne, vous êtes reconnue travailleur handicapé, vous travaillez ici à la cave de l'Aisne. Expliquez-nous un petit peu votre parcours et comment vous êtes arrivé justement à être reconnue travailleur handicapé. Alors je suis travailleur handicapé depuis 1991, suite à un accident de travail de 1989, suite à plusieurs emplois après cet accident de travail. J'ai donc postulé en CAF de l'Aisne. À l'époque, c'était CAF de Saint-Quentin, c'était pas encore CAF de l'Aisne. Et donc, j'ai eu un contrat de 2 fois 3 mois et titularisé donc au bout de 6 mois. Donc, depuis le 13 mars 2000, je suis à la CAF de l'Aisne. C'est pas un secret, hein, vous avez été blessé au genou, c'est votre genou qui est votre handicap. Est-ce que vous avez eu des aménagements qui ont été apportés justement par rapport à votre handicap, par votre employeur ? Dès mon arrivée en CAF, je n'ai pas jugé utile de voir mes responsables ou de voir les supérieurs hiérarchiques pour une raison ou pour une autre qui me gênait au niveau de mon handicap, parce que j'ai appris à vivre avec depuis des années maintenant. Et bon, par contre, ce qui m'a quand même été bénéfique, c'est que j'ai pu avoir une place de parking. Dans le parking juste à côté, je suis à 2 pas de la porte d'entrée. Par contre, ça, c'est quand même très bien. Et puis, le fauteuil, quand même, qui est assez confortable, et les conditions de travail qui sont très bien. Et justement, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui se retrouve dans votre situation et qui vous regarde aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je pense quand même qu'il faut le dire pour être aidé, pour être accompagné dans de meilleures situations. Et donc surtout ne pas hésiter, à moins que vraiment que ce soit considéré comme une tare en soi, mais qui ne l'est pas du tout en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont travailleurs handicapés, qui sont courageux, et puis peut-être même plus volontaires que des gens qui n'ont aucun handicap. Ça reste à souligner. Voilà, et en conclusion, est-ce que le fait justement d'être en situation de handicap, c'est un frein dans l'emploi, ou est-ce que vous avez l'impression effectivement de travailler comme n'importe quelle autre personne qui ne serait pas en situation de handicap ? Non, absolument pas. Ça ne m'a jamais gêné au niveau de mon travail, avec mes collègues, du tout. J'ai jamais eu de barrière par rapport à ça, le fait d'être travailleur handicapé. Comme aucun ressenti au niveau des collègues ou des responsables. Je me suis toujours considéré, on m'a toujours considéré comme une personne qui n'a pas de handicap. Parce que là, on ne dit pas normal ou pas normal, ça n'a pas trop de sens. Bien alors, Madame Desmond, vous êtes la responsable DRH ici à la CAF de l'Aisne. Expliquez-nous un petit peu la politique de l'entreprise par rapport au handicap. Oui, en fait, la CAF de l'Aisne est donc engagée dans une responsabilité sociétale des organisations. Et donc, notre projet d'entreprise, donc la fidélisation et le recrutement est important pour nous. Moi, en tant que responsable des ressources humaines et référente handicap, j'ai à cœur de m'investir dans ce domaine-là, tant auprès de nos salariés que de potentiels candidats et également des managers. Alors justement, par rapport à vos managers et le reste du personnel, est-ce que vous avez des formations, des sensibilisations justement au handicap ? Alors oui, effectivement, donc on sensibilise énormément, on a fait intervenir des intervenants extérieurs pour accompagner à la sensibilisation de nos managers. J'ai moi-même été, par le biais d'une action mise en place par Cap Emploi, coacher des personnes ayant un handicap pour les aider à faire leur CV, leur lettre de motivation et à tenir un entretien de recrutement. Alors vous avez aussi travaillé sur les clichés liés au handicap, notamment avec des petites pastilles vidéo, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. On a fait plusieurs mini-vidéos impliquant nos agents ayant une reconnaissance de travail handicapé, mais également d'autres personnes ayant cette reconnaissance ne travaillant pas forcément pour nous pour combattre ces clichés, donc toujours en partenariat avec le Cap Emploi de Saint-Quentin. Alors ici, dans la cave de l'Aisne, vous avez combien de personnes en situation de handicap parmi vos salariés ?
Donc à ce jour, on a une vingtaine de salariés bénéficiaires d'une RQTH. Alors vous nous parlez beaucoup de Cap Emploi comme étant un partenaire essentiel sur lequel vous pouvez vous appuyer. Vous avez aussi l'AGFIP qui vous aide justement dans l'accompagnement des financements des postes. Alors oui, tout à fait. Donc je pense que dans le monde du travail, il y a une énorme stigmatisation de la part des employeurs qui existe encore pour le recrutement des personnes bénéficiant d'une RQTH. Donc je tiens à les rassurer puisque effectivement l'AGFIP propose des solutions de financement à l'aménagement de postes. Là, vous me direz qu'il y a aussi une charge administrative et là je vous rassure également parce que Cap Emploi, encore une fois, aide beaucoup à la constitution des dossiers pour déployer cette prise en charge et enfin aboutir à l'aménagement du poste de travail des salariés. Alors, je voulais vous remercier parce que c'est important pour nous de pouvoir témoigner de ce qui se fait dans notre territoire. Et je pense que la cave de laine peut être un exemple pour d'autres. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez souligné, il y a beaucoup d'employeurs qui ont encore cet a priori et de se dire je vais prendre des personnes en situation de handicap, ça va être un frein, ça va être compliqué. Et non. Et donc, vous venez de le souligner, c'est pas compliqué, il faut juste déjà d'avoir de la volonté. Et après, il y a plein de services qui sont là pour pouvoir vous accompagner, du Cap Emploi jusqu'à l'AGFIP. Et voilà, donc félicitations et continuez dans ce sens. Et avant de fermer cette émission, je voulais vous emmener à la rencontre de Madame Villain. Elle est ergothérapeute et elle nous explique justement son métier qui reste encore très peu connu. Vous êtes ergothérapeute, c'est une profession qu'on connaît peu. Je vais vous demander de nous expliquer un petit peu justement ce qu'est un ergothérapeute et dans quelles circonstances on peut avoir appel à vos services. En effet, comme vous venez de le dire, l'ergothérapie est un métier encore peu connu. On peut en faire, c'est un métier très vaste, on peut en avoir besoin dans plusieurs domaines. On peut intervenir chez les personnes âgées dans une maison de repos, on peut intervenir en centre de rééducation, après avoir fait un AVC, un traumatisme, ou bien dans des pathologies plus spécifiques. Nous ici au cabinet, on intervient principalement avec les enfants, donc les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, des retards de développement moteur, des pathologies plus spécifiques, l'autisme, l'épilepsie. Et donc voilà, assez varié, assez vaste et on peut intervenir également au domicile pour faire des aménagements, que ce soit au niveau des véhicules, au niveau du lieu de vie, du cadre de vie. Donc voilà, assez vaste et on intervient principalement du coup dès qu'il y a une situation de handicap, une situation qui pose problème. En général, voilà, dès qu'il y a un manque d'autonomie et d'indépendance, on peut intervenir et l'ergothérapie a toute sa place dans ce processus. Alors, parmi les pathologies qui apparaissent de plus en plus, on entend des 10. Là aussi, il va à un moment falloir poser un diagnostic. Est-ce que ça, c'est le rôle du médecin ou est-ce que justement on fait appel à un ergo pour justement poser le diagnostic d'un enfant qui pourra présenter des troubles neurologiques ? Alors justement, on va intervenir dans ce processus pour poser le diagnostic, mais on ne peut pas poser le diagnostic, on n'est pas médecin. Donc on fait tous les tests pour aider à poser le diagnostic, on dépiste, on diagnostique, mais derrière c'est le médecin qui doit venir poser le diagnostic. Comment vous accompagnez concrètement sur le terrain la personne ? Vous faites d'abord une première évaluation de ses besoins, vous cherchez avec lui justement quelles pourraient être les solutions pour répondre à son besoin, et puis est-ce qu'après vous repassez pour voir si tout ça a été mis en place ? Dans un premier temps, on va faire un bilan. Donc on va vraiment évaluer. On vient toujours nous voir, que ce soit les enfants ou les adultes, les personnes âgées, avec une problématique. Comme vous venez de le dire, une perte d'autonomie ou voilà, une problématique concrète dans le quotidien. Donc on évalue et on analyse vraiment l'activité. Concrètement, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui pose problème. Et derrière, du coup, on vient soit faire une rééducation. Donc dans le cadre des enfants, du coup, on vient développer des compétences qui n'ont pas été acquises, ou bien on vient compenser, donc quand c'est trop tard ou chez la personne âgée par exemple, on vient essayer de compenser, du coup de mettre des choses en place pour qu'ils puissent toujours faire cette activité-là mais d'une autre manière. Et puis après bien sûr il y a toujours à la fin l'objectif, on réévalue l'objectif, c'est toujours primordial d'avoir des objectifs bien fixés et établis, c'est vraiment la base de l'ergothérapie, et à la fin du coup forcément on réévalue les objectifs, est-ce qu'ils ont été atteints ou pas. Donc en règle générale, quel que soit le type de situation, votre travail à vous, c'est d'essayer de rendre au plus proche l'autonomie que la personne a perdue. Oui, tout à fait, c'est vraiment ça, c'est du coup l'autonomie et l'indépendance, il y a vraiment une différence entre les deux, entre l'autonomie et l'indépendance, et donc ça c'est vraiment la clé et la base du coup de l'ergothérapie.
Alors pour quelqu'un qui voudrait justement se lancer dans cette profession, quelles sont les écoles, quelles sont les études, combien de temps ça dure, expliquez-nous un petit peu justement comment on peut arriver à devenir ergo. Alors actuellement il y a quand même pas mal d'écoles en France. Au moment où j'ai fait il y a 7-8 ans où j'ai fait mes études, j'ai dû partir en Belgique le faire parce qu'il n'y avait qu'une douzaine d'écoles et c'était 3000 participants, 30 places sur un concours. Actuellement c'est beaucoup plus ouvert, donc c'est sur Parcoursup. C'est encore 3 ans pour l'instant, mais en pourparlers depuis quelques années pour évoluer, passer à 4 ou 5 ans comme un peu les kinés ont fait. Et donc voilà, Parcoursup, le mieux c'est de faire des stages avant forcément, et puis après voilà, on rentre dans les écoles et puis au bout de 3 ans on est diplômé. L'ergothérapie, c'est vraiment un métier très riche et très varié. C'est-à-dire qu'en fonction du domaine dans lequel on travaille, on ne fait pas du tout le même travail. Et donc ça, c'est vraiment une richesse de cette profession. Je peux rencontrer des collègues qui sont dans d'autres, pas du tout en libéral avec les enfants. Et on parle de nos métiers, on a la même trame, mais on fait pas du tout la même profession. Et donc ça, c'est vraiment une chance de pouvoir changer de domaine un petit peu quand on veut et avoir cette diversité de choix et de domaines sur lesquels on peut aller. Donc ça, c'est vraiment très plaisant. Merci, j'espère en tout cas qu'on va faire naître des vocations dans ce beau métier d'ergothérapeute. Voilà, merci à Madame Villain et merci également à la Cave de l'Aisne pour son accueil. Cette émission est à présent terminée, nous on se retrouve la semaine prochaine sur BO.